Une de cette édition de l'information sur les antennes de la télévision du monde, convoqué par le président en exercice de la CEMAC, son excellence Paul Biya, par ailleurs président de la République du Cameroun. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tient ce vendredi 22 novembre 2019 à Yaoundé. Plusieurs sujets pourront être évoqués au cours de cette rencontre internationale. Enjeu des assises de Yaoundé dans cette édition de l'information. Également, titre en fait société, 2 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Edea, non loin d'un poste de péage sur la nationale numéro 3. Parti de Yaoundé ce mercredi 20 novembre 2019, le bus appartenant à l'agence Buka Voyage en direction de Douala a achevé sa course finalement dans un ravin dans la ville Lumière. Les passagers de ce bus accidenté jettent un doigt accusateur sur le chauffeur qui aurait fait preuve d'irresponsabilité. Et puis, hors de nos frontières à Hong Kong, ils sont désormais moins d'une centaine, mais pour les irréductibles de l'université polytechnique de Hong Kong, se livrer à la police n'est pas une option. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information. Édition que nous ouvrons en fait société par ce bilan, 2 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Edea, non loin du poste de péage routier sur la nationale numéro 3. Parti de Yaoundé ce mercredi 20 novembre 2019, le bus appartenant à l'agence Buka Voyage en direction de Douala a achevé sa course dans un ravin dans la ville Lumière. Les passagers du bus accidenté jettent un doigt accusateur sur le chauffeur du bus qui aurait fait preuve d'irresponsabilité. Jean-Germain Yedna, Jean-Blaise Tonien. Parti de Yaoundé ce mercredi matin pour la ville de Douala, le bus gros porteur de l'agence de transport interurbain Buka Voyage a finalement achevé sa course folle près d'un ravin, non loin du péage, juste après la sous-préfecture d'Edea 2 sur la nationale numéro 3, axe lourd Douala-Yaoundé. Bilan, 2 morts sur le carreau, un homme et une femme, passagers à bord du bus accidenté et plusieurs blessés graves. Vous pensez qu'il y a eu les morts et les blessés? Oui, il y a malheureusement eu des victimes, des décédés qui se retrouvent à la morgue de l'EDA. À peu près combien? 2. Lorsque j'ai regardé, il y en avait 2. Me voici, et j'ai eu le choc au cou. Moi, me voici sur place. Donc je ne sais pas quoi faire, puisque vraiment je suis sorti pour un voyage, pour un deuil. Me voici qui est encore sur place là, je n'ai pas de soins sur moi. Et le nombre de blessés, vous pouvez estimer? Je ne peux pas expliquer parce qu'il y a beaucoup de blessés, puisqu'on les a transportés pour, je ne sais pas, peut-être pour aider. Il y a beaucoup de blessés, il y a eu 2 morts. Une femme et un jeune homme là, dans ce bus. Des passagers à bord de ce bus de 70 places parlent des actes d'irresponsabilité du chauffeur du véhicule constatés durant le parcours qui serait à l'origine de l'irréparable. On est parti de Yaoundé, en arrivant à Bankobo, avant Bankobo. Et il y avait le chauffeur qui roulait bizarre là. J'ai même dit à ma voisine que vraiment ça ne va pas. Je ne sais pas si on va arriver, que le Seigneur nous sauve. Que vraiment que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse arriver à Douala. Et entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. On arrive, on traverse, je crois, c'était Edea. Subitement, avant le péage d'Edea, on se retrouvait en bouche comme ça parce que le chauffeur roulait en allure. On venait de Yaoundé. Et puis, après Edea, le chauffeur a remarqué qu'il y avait les voitures qui étaient arrêtées. Donc, avec la chaussée glissante, il a essayé de freiner et la voiture s'est retournée, comme vous pouvez le constater. Des corps des 2 passagers qui ont malheureusement trouvé la mort sur place ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional d'Edea, tout comme les blessés qui ont été conduits au service d'urgence. Un autre accident de la circulation mortelle sur cette nationale numéro 3, axe lourd Douala-Yaoundé, qui a paralysé la circulation. Plus d'1 heure d'horloge.
Après toute une journée d'échauffourée hier, mardi dans l'enceinte de la PHP, plantation du Haut-Penja dans l'arrondissement de Njombe-Penja, département du Mungo, région du littoral, c'est au Cameroun. La grève a pris une autre tournure ce mercredi 20 novembre 2019 à l'entrée des installations de la PHP. Pour disperser le personnel gréviste, les forces de maintien de l'ordre alertées ont dû faire usage de gaz lacrymogène qui n'a pas été sans conséquence sur la santé des grévistes. Jean-Jean Mayedna, Jani Yonta. La tension est encore montée de plusieurs crans. Ce mercredi 20 novembre, au niveau de l'entrée principale des plantations du Haut-Penja, dans l'arrondissement de Njombe-Penja, département du Mungo, pour disperser cette marée humaine de personnel gréviste de la PHP. En ce deuxième jour de sitting, des forces de défense et de sécurité ont usé des gaz lacrymogènes sur les manifestants, qui ont eu un impact sur certains usagers, notamment les commerçants et les élèves qui regagnaient leur salle de classe ce matin. Mon argent que j'ai vendu est parti, mes beignets, ma bouillie, tout. Pourquoi? Je me suis évanouie, on a lancé la bombe là, mais je me suis évanouie, mon enfant et ma petite soeur. Loin à la maison, loin derrière la piscine, la parole s'est évanouie, tout mon argent que j'ai vendu est parti. La mère a posé ce matin, c'est-à-dire lancer les gaz lacrymogènes, c'est un geste, je vais qualifier ça de geste animal. Parce qu'ils ont compris, et ils n'ont pas compris qu'avec la violence, on ne résout pas tout problème. Et eux-mêmes, ils se rendent compte que malgré ce geste qu'ils ont posé, le problème a plutôt empiré que d'être résolu. Et je déplore le fait que ce gaz lacrymogène a été plutôt lancé vers le quartier. Ce qui a vidé l'école La Paix qui est à côté. Aucun élève n'est en classe. Nos parents souffrent au quartier. Les enfants sont internés à l'hôpital Saint-Jean-de-Malte. Donc ce problème a affecté l'avenir de nos petits frères qui sont au quartier. La situation de gaz lacrymogène n'a pas changé la situation. Puisque c'est parce qu'on attendait que quand ils viennent avec le gaz, ils étaient plutôt censés protéger la population. Mais quand ils viennent avec cette optique, c'est pour empirer les choses. Même les gens qui n'étaient pas, même ceux qui s'étaient déchargés, certains dissidents ont été obligés d'entrer encore dans la scène. Parce qu'ils ont jeté les gaz lacrymogènes même dans des écoles, ça a affecté les enfants et tout. Ils partaient à l'école. Je pense même quand on est militaire, c'est pour protéger le civil. Surtout le civil, il n'est pas armé et tout. Juste après cette deuxième journée d'échauffourée, une réunion de crise a été convoquée à la direction de la PHP avec des représentants des employés mécontents, des cadres de l'entreprise et le délégué départemental du travail et de la sécurité sociale du Mungo, présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Njombe-Penja. Mais c'est sans compter sur ces agents de sécurité qui maintiennent la dragée haute et persistent et signent sur le tête-à-tête avec le directeur général. Je vois que ce que la PHP est en train de faire par rapport à nos frères, je vois que ce n'est pas normal. Car quelqu'un ne doit pas utiliser toutes ses forces durant toute sa vie. Et au dernier moment, tu dis que tu le mets dehors, mais vers la fin, tu le licencies. Parce qu'il n'a pas volé, il n'a absolument rien fait. C'est toi qui décides de le faire sortir. Et pourquoi le décret dans son papier licenciement? Il fallait le payer intégralement avec tous ses indemnités. Il ne fallait pas qu'on le licencie de cette manière. Donc ils en ont raison de réclamer de leurs droits. Ils n'ont pas froid aux yeux. Un rappel, ces agents du département sécurité de la PHP, filiale camerounaise de la compagnie fruitière de Marseille en France, observe un mouvement de protestation pacifique depuis mardi dernier. Ces hommes en colère s'insurgent contre le montant jugé minable représentant des indemnités arrêtées par l'entreprise dans le cadre d'une compression des effectifs. Toujours en rapport avec cette grève, les choses semblent revenues à la normale. Puisqu'information de dernière minute, le mot d'ordre de grève vient d'être levé par les leaders des agences de sécurité de la PHP. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité et de crise qui s'est tenue cet après-midi à la direction générale de cette entreprise. À ce sujet, écoutons le sous-préfet et le maire de Njombe-Penja ainsi que quelques grévistes qui sont au micro de notre correspondant, Jani Yonta. Tous les problèmes ont été débattus en dehors des problèmes des gardiens qui, depuis hier, a trouvé une solution. La solution au problème des gardiens, c'est que non seulement on a annulé la décision qui faisait venir une société de gardiennage
Mais également, pour ceux qui tiennent à faire autre chose, on a trouvé des moyens pour leur donner des sommes considérables et consistantes pour qu'ils puissent se reconvertir à autre chose. Depuis 5h30 hier, je n'ai pas fermé l'œil jusqu'à ce jour parce que vos problèmes sont mes préoccupations. C'est pour cette raison que je suis là avec le maire, avec les chefs, avec tous les directeurs de la PHP en attendant que le directeur général arrive demain à 8h pour qu'on puisse continuer et lui présenter tout ce qui a été fait et qu'il valide, comme il a déjà validé au téléphone, toutes les propositions qui ont été faites. Les personnes qui ont été brutalisées parce qu'on voulait créer des conditions de travail, ces personnes seront prises en charge dans les hôpitaux et la sérénité va revenir. C'est ma population, mais dans tout ça, chacun a son rôle. Et chacun a son rôle. Le sous-préfet est chargé de maintien de l'ordre. C'est-à-dire l'ordre, en principe, c'est le sous-préfet. Et puis les gens ne peuvent pas être en souffrance. Tu crois que toi, par exemple, tu es un élu, tu vas récupérer cela pour faire ta popularité. Là, ça veut dire que tu n'aimes pas ceux-là qui sont dans la souffrance. Nous, les gardiens, comme c'est nous qui avons commencé la grève, on demande à la population, à nos ouvriers, de lever la grève, puisque ce qu'on nous a proposé, ça a changé. Et nous, on a décidé de démissionner. Ils ont dit combien ils vont nous payer par an. Et nous, on a calculé ça, nous prenons les syndicats étaient là. C'est un peu qu'on nous a dupé. Les syndicats étaient là, tous étaient là. On débattait ensemble. Nous sommes tombés d'accord. Nous, on a voté 150 000 francs par an. Et le DG a dit que demain, ça va aller au-delà même. Parce que la pêche ne descend jamais de ce qu'on a voté. En politique, nous parlons des élections municipales et législatives prévues le 9 février 2020 au Cameroun. Le torchon brûle à la réunion d'investiture des municipales à Garoua, premier au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les jeunes de cette circonscription politique s'insurgent contre le retrait d'un des leaders de la liste du RDPC. Une situation qui a rapidement été clarifiée. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Seydou Fondier. Depuis la convocation du corps électoral par le chef de l'État Paul Biya pour le double scrutin municipal législatif du 9 février 2020 prochain, ça bouge dans les états-majors des formations politiques. C'est le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais où les jeunes militants disent vouloir avoir aussi droit au chapitre. Ces jeunes, mécontents de l'éjection de certains d'entre eux de la liste du RDPC aux élections municipales dans l'arrondissement de Garoua 1er, ont pris d'assaut la permanence de la maison du parti RDPC où se tenait la réunion relative à la sélection de la liste que conduira le RDPC. Nous les gens de Bolero, on n'est pas d'accord avec la liste là. Depuis 2015, c'est le président Garga qui inscrit nos enfants à l'école, qui amène le malade dans notre quartier à l'hôpital. Il a fait combien de cartes d'identité avec sa propre argent. Donc je suis surpris, comme il dit qu'il n'est pas dans la liste de personnes. Je ne suis pas d'accord. La réunion présidée par Gabriel Bayrobé, président de la commission régionale de supervision, de contrôle et de présélection des candidatures, a fortement été perturbée à raison de cette mobilisation des jeunes. Il a fallu l'entregent de Gabriel Bayrobé pour que la tension ainsi née de cette sélection tombe d'un cran. Après que nous sortons d'une réunion régionale où nous avons entretenu tous les intervenants de la commission de présélection des membres et des candidats aux élections municipales dans les 21 communes de la région du Nord. Nous leur avons déroulé les dispositions réglementaires tant du code électoral que du parti, de la circulaire du secrétariat général du parti. Donc à la sortie de ces réunions, s'il y avait quelques petits manquements, ces manquements seront corrigés. Même si les uns et les autres se regardent en chaîne de faïence, la commission est toujours à pied d'œuvre et la liste que conduira le RDPC à Garoua 1er reste attendue pour faire certainement l'unanimité pour le scrutin municipal du 9 février 2020 prochain.
Convoqué par le président en exercice de la CEMAC, son Excellence Paul Biya, par ailleurs président de la République du Cameroun, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tient ce vendredi 22 novembre 2019 à Yaoundé, au Cameroun, sur les enjeux de ces assises. Suivez ce reportage. L'on en sait davantage sur le sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, convoqué à Yaoundé du 21 au 22 novembre prochain par Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Si la question de l'avenir du franc CFA pourrait être éventuellement abordée au cours de ce sommet extraordinaire de Yaoundé, une monnaie héritée de la colonisation qui divise les économistes et les chefs d'État de la zone franc, selon des sources bien introduites, la question du financement de la CEMAC sera certainement au centre des débats lors de ces assises de Yaoundé. Il faut dire que le faible recouvrement des ressources de la CEMAC à travers le mécanisme de la taxe unitaire d'intégration hypothèque désormais les performances attendues des institutions communautaires dans leur mission traditionnelle dédiée aux repenses attendues par les populations. Toujours selon les mêmes sources, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale entend se doter d'un fonds de développement communautaire capable de structurer à elle seule ou avec des partenaires des financements à même d'accompagner les États dans la mise en place des projets de développement. Mais la question sécuritaire sera également au menu de ces assises, selon des sources dignes de foi. Il faut dire qu'à ce sujet, de nombreux foyers de tension persistent dans la sous-région et exigent une mobilisation permanente de l'ensemble de la communauté. Il s'agira donc de poursuivre sans relâche la bataille contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC vont parler de libre circulation des personnes dans l'espace communautaire, sans oublier les efforts de relance de la croissance et de la diversification de l'économie. Les populations de Bachanga et de Nguié dans la région du centre disent merci au gouvernement de la République du Cameroun. La traversée du pont à pied est désormais une réalité, un ouf de soulagement pour les riverains. Les précisions de Mohamed Molu et de Mohamed Essoumba II. Population du département de la Léquier, population du département de Bamiki, usagers de la route. Bachenga, Tuyoko, Lena Tibati, bientôt Tibati Ngaoundere. Voici votre pont. C'est terminé le calvaire pour les populations de Bachenga et Ntui. La mise en service du pont Natigal sur le fleuve Sanaga s'est faite par le secrétaire d'État en charge des routes, Armand Jodom, et le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djoumessi. Le pont, il est là aujourd'hui. La traversée à pied est ainsi amorcée. Les travaux vont s'achever définitivement en février 2020 avec ses remblais et puis son revêtement en béton bituminé. Disons-le, ce pont pour l'instant est réservé uniquement aux piétons. L'ouverture à la circulation de ce pont est d'une importance capitale. L'État du Cameroun a bénéficié de l'appui de l'Agence française de développement à hauteur de 12 milliards de nos francs pour un taux de réalisation de 77,3%. Pour cela, nous avons réussi à descendre nos tabliers, à pousser, à mettre nos vérins de poussage. Et nous avons poussé les dalles tous les jours. Donc on a mis 1 mois et demi pour effectuer ce travail que vous êtes passé ce matin. Un grand ouvrage qui est historiquement très important pour le Cameroun. Elle a permis d'unir deux communautés de part et d'autre du fleuve qui se sont rencontrées au milieu du pont. On a pu traverser sans visa. En marge de cette descente, le ministre des Travaux publics a pu apprécier l'évolution des travaux de bitumage de l'un des silos du corridor Bachenga-Yoko-Lina-Tibati pour un montant global d'environ 360 milliards, soit une distance de 386,8 km. C'est un instrument qui rapproche des peuples et nous gagnons en distance. Entre Yaoundé et Ngaoundéré, nous gagnons 200 km de distance. Donc, rapprochement entre les régions septentrionales et méridionales de notre pays. C'est dans le moment pour nous de développer des activités économiques et par exemple une infrastructure en cours de construction, l'important axe routier, Bachenga, Kolena, Tibati. Le ministre des Travaux publics ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car il est question de respecter le projet du chef de l'État qui consiste à doter nos populations des infrastructures dignes de ce nom.
Il y a de cela 30 ans, les dirigeants du monde ont pris un engagement historique envers les enfants du monde, en adoptant la Convention relative aux droits de l'enfant qui fait office d'accord international, mais surtout en instituant la Journée mondiale du droit de l'enfant qui se célèbre depuis le 20 novembre 1990. Retour historique sur les objectifs de cette journée. Avec vous, Praxed. C'est une occasion unique de sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant. Mettre en lumière cette journée dédiée à l'enfant et poser des actes concrets en faveur des enfants dans le monde. Cette année est une édition spéciale car elle marque les 30 ans de la Convention relative aux droits des enfants. De nos jours, ils sont nombreux, ces enfants qui n'ont toujours pas la possibilité de profiter de leur enfance pour des raisons diverses, entre autres de maltraitance familiale ou de précarité ambiante. L'argent pour aider mes parents, quand ma mère cherche l'argent pour acheter le truc avec. Elle a besoin de l'argent pour m'envoyer à l'école, pour préparer la rentrée plutôt. Et aussi pour m'acheter les sacs et mes chaussures. 30 ans que la Convention relative aux droits de l'enfant a été mise sur pied. Ces 30 années de réalisation des droits de l'enfant ont contribué à transformer la vie des enfants à travers le monde. Cette journée mondiale de l'enfance est l'occasion de célébrer et de lancer un appel à l'action. D'où le thème retenu pour cette édition. Il est temps que chaque enfant jouisse de ses droits. La lutte contre les violences en milieu jeune constitue désormais le cheval de bataille du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et c'est dans le cadre de cette dynamique que plusieurs acteurs se sont réunis dans la capitale économique du Cameroun. Zobel Apollinaire Ban pour les précisions. Patrice Foucault. La montée en puissance de la violence en milieu jeune mérite une attention particulière afin que des solutions soient trouvées pour éradiquer le phénomène. C'est dans cette optique que les apôtres de la paix se sont donné rendez-vous à Douala, à l'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, afin de pouvoir outiller les praticiens du terrain dans l'adressage du phénomène de la violence et de l'extrémisme violent. Nos jeunes deviennent violents. Et pour moi, ce n'est pas le jeune qu'on doit accuser. Les animateurs, les éducateurs, est-ce qu'on a fait notre travail? Nous sommes là pour montrer la direction, pour écouter le jeune. Est-ce qu'on a suffisamment fait notre travail? Quel que soit le pays, quelle que soit la manière dont le problème s'exprime, il faut faire quelque chose. Et c'est ce que nous nous sommes dit, il fallait commencer quelque part et on a décidé de commencer par là. La formation porte sur plusieurs modules avec un accent particulier sur la lutte contre les discours haineux. Quand vous êtes dans une réunion et puis quelqu'un vous dit il a réagi comme un étone, les étones sont fous, ils ont 5 minutes de folie par jour. Et ce n'est pas souvent bien pour la cible, parce que s'il y a un étone parmi et qui n'est pas, comment on peut dire, qui ne prend pas la blague, qui ne prend pas ça comme une blague, ça peut créer un conflit. Et un conflit qui est créé peut dégénérer. On ne sait jamais. Donc on peut leur dire, attention, quels sont les mots qu'il faut. Il ne faut pas utiliser n'importe quel mot. Il ne faut pas frustrer les autres. Le phénomène allant au-delà des frontières camerounaises, la rencontre de Douala accorde également une place de choix aux pays membres de la sous-région Afrique centrale. La porosité de nos frontières dans la sous-région, c'est-à-dire la RCA, le Cameroun, le Tchad, le Congo, le Gabon, nécessite la mise en commun de nos efforts pour éventuellement éradiquer ce phénomène qui est en train de gagner du terrain en Afrique centrale. Premièrement, nous pensons tout simplement qu'il faudrait mettre en réseau les jeunes parce que la RCA, le Cameroun, il n'y a en réalité pas de frontières puisque les jeunes Camerounais vivent du côté de la Centrafrique et les jeunes Centrafricains vivent de l'autre côté, d'où nécessité éventuellement de les sensibiliser, de les préparer éventuellement pour qu'ils puissent avoir une conception réelle, une conception apaisée, une conception qui est orientée vers ce qu'on appelle le pacifisme. C'est pour ça qu'il est nécessaire que l'extrémisme violent puisse éventuellement être éradiqué de la pensée jeune, surtout dans la sous-région. Le but ici est de pouvoir créer un réseau de connexions entre les différents pays pour un échange d'informations et d'expériences à travers le projet Youth Connect mis sur pied par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'extrémisme violent, s'il est devenu une préoccupation mondiale, il reste que les facteurs
les facteurs varient d'un contexte à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre. D'où la nécessité de créer ces réseaux-là pour qu'à l'intérieur, nous puissions trouver des stratégies efficaces, des stratégies pertinentes et davantage échanger en termes de ces stratégies-là pour pouvoir véritablement juguler ces phénomènes-là. Grâce à ces efforts conjugués, le pourcentage des violences perpétrées par les jeunes et en milieu jeune pourra sans nul doute connaître un net recul. On en vient à l'actualité hors de nos frontières. 2 ans après son lancement, le Compact 8 Africa a encore du mal à décoller. Le projet qui vise à accompagner l'investissement privé en Afrique en échange des réformes économiques ne semble pas trop emballer les investisseurs européens du fait d'un environnement peu favorable. Les précisions de nos confrères d'Africa News. 2 ans après son lancement, le Compact 8 Africa a encore du mal à décoller. Le projet qui vise à encourager l'investissement privé en Afrique en échange de réformes économiques ne semble pas trop emballer les investisseurs européens du fait d'un environnement peu favorable. À l'ouverture de la 10e édition mardi à Berlin, en présence de 7 chefs d'État africains, la chancelière allemande Angela Merkel a donc appelé les dirigeants du continent à faire des efforts dans ce sens. Cela montre qu'il y a de très bons projets, mais aussi que les économies allemandes et européennes doivent encore être encouragées à investir en Afrique. Il existe une grande variété de pays africains et peu de conditions sont connues. Et c'est pourquoi il est si important que les pays du Compact Africa soient en mesure d'améliorer les conditions qui leur sont favorables. Mais ce point n'est pas le seul problème du ralentissement du projet Compact 8 Africa qui, selon certains, gagnerait à s'élargir à un maximum de pays. Car pour l'instant, il ne concerne que 12 des 54 que compte le continent, insuffisant aux yeux notamment de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. À Hong Kong, ils sont désormais moins d'une centaine, mais les irréductibles de l'Université Polytechnique de Hong Kong peinent visiblement à accepter de se livrer à la police. Les précisions contenues dans cet élément qui porte la signature de nos confrères d'Euronews. Ils sont désormais moins d'une centaine, mais pour les irréductibles de l'Université Polytechnique de Hong Kong, se livrer à la police n'est pas une option. La nuit dernière, certains ont tenté de fuir par les égouts mais ont dû rebrousser chemin, les pompiers ayant bloqué les issues. D'autres, blessés ou affaiblis par le manque de vivres, ont été évacués sur des civières. Un 3e groupe d'une dizaine de personnes qui tentaient une évasion a été arrêté. Les majeurs risquent jusqu'à 10 ans de prison pour participation à une émeute. Alors qu'à l'extérieur de l'université, les agents publics s'activent pour effacer les traces de 4 jours de siège et d'affrontements avec la police, des contestataires tentent de faire diversion en perturbant le métro hongkongais ou en dressant de nouvelles barricades. Mais une partie de la population n'adhère pas à ce mouvement, ce qui donne parfois lieu à des confrontations. Depuis le début du mouvement, en juin dernier, plus de 5000 personnes ont été arrêtées. Les manifestants réclament le suffrage universel complet et une enquête indépendante sur les violences policières. C'est ici que prend fin cette livraison de l'information sur les antennes de la télévision du monde. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.